Merci de votre fidélité à Géopolis Télévision. Bienvenue dans À la Une, votre programme qui est en fait l'antichambre du journal télévisé de Géopolis Télévision, votre programme de commentaires sur l'actualité. Et aujourd'hui, nous allons parler de la croisade de Jean-Pierre Bemba, vous le savez, le vice-premier ministre, ministre en charge des Transports, s'en va en guerre contre les ports illégaux. Il a transmis à son homologue des sécurités intérieures, Jacques Chabani, une liste de 240 ports illégaux à fermer immédiatement, selon lui. Et pour lui, il faut très vite réguler ce secteur et assainir la question de ports et des ports fluviaux, justement. Pour commenter et analyser ce sujet, j'ai deux journalistes, deux habitués de À la Une. Encore une fois, Dieudonné Boinali. Bonsoir Dieudonné Boinali. Bonsoir Patrick Ilunga. Bonsoir aussi à tous nos fidèles téléspectateurs. Voilà, ils sont heureux, je le pense, je l'imagine, de vous retrouver avec nous également pour débattre. José Junior, bonsoir José. Bonsoir Patrick, bonsoir à Dieudonné, bonsoir aux téléspectateurs de Géopolis Télévision. Voilà, les téléspectateurs qui nous regardent doivent savoir que l'émission À la Une est interactive par définition et aujourd'hui, comme toujours, ils peuvent réagir à travers le numéro le 097 000 49 68. La question de ports illégaux commence à concerner, en tout cas, elle ne laisse personne indifférent à Kinshasa et ailleurs. Dieudonné Boinali, on va commencer avec vous. C'est un sujet que vous suivez en tant que journaliste. Vous suivez l'actualité économique particulièrement. Qu'est-ce que vous avez envie de dire? Parce que la question des ports illégaux, ça va faire 6 ans qu'on en parle, mais sans qu'il y ait vraiment une décision qui mette fin au désordre qui règne dans ce secteur-là. Enfin, le gouvernement a décidé de mettre de l'ordre dans les secteurs du transport fluvial, maritime et lacustre après une enquête minutieuse menée par le ministère national des Transports, voies des communications et des désenclavements. Ce ministère est arrivé à la conclusion selon laquelle il existerait sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo près de 270 ports fluviaux et lacustres clandestins non homologués par les services compétents. Pour enfoncer les clous, le vice-premier ministre et ministre des Transports, Jean-Pierre Bemba Gombo, a écrit en date du 8 mai 2025 à son homologue de l'intérieur et sécurité pour lui demander de fermer les 10 ports. Et d'où vient cette décision? Vous vous souvenez qu'en date du 28 août 2020 et de celle du 9 octobre 2020, le gouvernement avait pris la ferme décision lors de la 46e et 52e réunion du Conseil des ministres de fermer tous les ports fluviaux, lacustres et clandestins non homologués. Mais 5 années se sont écoulées, cette décision n'a jamais été mise en pratique. Et maintenant, dans le secteur des transports, il y a quelques acteurs étatiques et aussi des acteurs privés. Je vais me limiter d'abord aux acteurs étatiques. Nous avons en premier lieu la société commerciale des transports et des ports, redevenue ONATRA, pour éviter la confusion des sigles avec l'autre entreprise publique qui est dans le secteur des postes et télécommunications, la SCPT, oui, pour faciliter un peu la compréhension. Et puis, il y avait des problèmes administratifs et juridiques qui se posaient entre
les sigles des deux sociétés, le gouvernement avait décidé de revenir au nom de ONATRA. Donc dans cette émission, on parlera de l'ONATRA, c'est le nom officiel et pour la bonne compréhension. Donc dans ce secteur, vous trouvez deux acteurs étatiques importants, l'ONATRA et la Société nationale des chemins de fer du Congo. Pourquoi on va citer la Société des chemins de fer du Congo? Parce que le bief maritime est géré par l'ONATRA. Et j'ai fait une petite enquête. La République démocratique du Congo, notre pays, dispose de 40 ports fluviaux et lacustres, dont Kinshasa, Ilebo, Kalemi, Kisangani, Mbandaka, Ubundu et Kindu, considérés comme des ports principaux Patrick Ilunga. Nous avons 3 ports maritimes, Matadi, Boma et Banana. Nous avons aussi 24 voies fluviales considérées comme des moyens de substitution des routes et des voies ferrées. Parce que les routes ne vont pas partout. Là où les routes s'arrêtent, et la voie lacustre et fluviale reprend le flambeau continu. Et les 3 ports maritimes que nous disposons, Matadi, Boma et Banana, sont gérés par l'ONATRA. Mais pour les 40 ports fluviaux que nous disposons, elles sont réparties entre l'ONATRA et la SNCC. Je donnais l'exemple du port de Kalemi, Kalundu, Kindu et Ubundu, qui sont gérés par la SNCC. La SNCC, la Société nationale des chemins du fer et du Congo. Maintenant, sur les 24 voies fluviales que nous disposons, vous allez trouver sur le long de ces voies des ports privés, clandestins, illégaux, créés sans l'approbation des pouvoirs publics. Il y a certains ports qui sont détenus par des sociétés connues, c'est la place publique. Il y a des ports qui sont détenus par des chefs de village, des chefs coutumiers, c'est-à-dire, bref, les autorités coutumières. Il y a des ports aussi qui sont créés et détenus par des particuliers. Voilà pourquoi le VPM au transport Jean-Pierre Bemba a créé ARO. C'est la fin de la récréation. Tous ces ports-là doivent être fermés. Pourquoi? C'est pour des raisons d'abord de sécurité nationale. On doit connaître les exploitants qui ont créé ces ports, qui les gèrent et à qui bénéficie la manne financière et provenant de l'exploitation de tous ces ports privés. Deuxièmement, on veut donner une bouffée d'oxygène à ces deux entreprises publiques, l'ONATRA et la SNCC, parce que l'existence ou bien la coexistence de ces ports clandestins, illégaux, met en mal les chiffres d'affaires, l'exploitation des sociétés nationales de transport qui ont aussi comme attribution, comme mission de gérer aussi les ports fluviaux lacustres intérieurs. Je vais terminer aussi en disant que les domaines des transports lacustres maritimes et fluviales, c'est un domaine public. J'ai lu un texte de loi, c'est l'ordonnance numéro 71/307 du 3 décembre 1971 qui n'a jamais été modifié à ce jour. Ce texte de loi permet par exemple à l'ONATRA de gérer jadis 90% de tous les frais maritimes lacustres et fluviaux. Mais au jour d'aujourd'hui, nous sommes en 2025, nous sommes loin de ces 90%. Nous sommes en descente de 30%. Voilà les raisons qui justifient aussi les difficultés financières d'exploitation. De ces entreprises. Voilà, dont connaissent ces deux entreprises publiques, dont l'impayement des arriérés des salaires de leurs agents, le manque de fonds pour investir, renouveler, même l'outil de production. Voilà, on va résumer beaucoup de difficultés que rencontre l'ONATRA ou bien la SNCC à cause de la concurrence posée, une mauvaise concurrence posée par ces ports illégaux. José Junior Owawa, Dieudonné Boinali a planté le décor tout à l'heure. On parle d'un dossier, on va dire, transversal qui touche la sécurité, qui touche le commerce, qui touche même l'économie, parce que ces ports-là, ils ne payent pas des impôts. On ne sait pas qui accoste là-bas. La question sécuritaire. Cette question est transversale. Comment vous analysez la croisade là?
Bon, moi je pense que globalement, je te remercie de nouveau pour la parole. Je pense que moi je considère que ce que Dieudonné a dit, c'est tellement clair que il ne faudrait même pas peut-être continuer à commenter, mais justement, je suis plutôt aux antiposes de ce que vous dites et ce qu'il lui il a dit sur un point. Un point, pourquoi? Parce que la situation de 1970, vous parlez de 1971. 1971, n'est plus la situation du Congo aujourd'hui et du monde et dans son ensemble aujourd'hui. Oui. Je crois que la décision du vice-premier ministre, vous avez dit c'est une question transversale qui touche la sécurité, qui touche l'économie, qui touche la souveraineté du pays. Je pense peut-être ne serait-ce que sur ces aspects, on pouvait dire que voilà, faire chapeau bas à Jean-Pierre Bemba de pouvoir tenter de remettre de l'ordre. Encore qu'il faut savoir comment, après avoir pris cette décision, depuis le 15, je crois, si je vois la lettre ici, devant moi, c'est autour du 15. Depuis, je crois, la signature de ce document, depuis le 8 mai, que la décision avait été, la correspondance de Jean-Pierre Bemba avait été transmise à Jacques Chabani, son collègue de l'Intérieur. Et quand on voit déjà, à partir déjà de 8, je ne sais pas si le ministère du Transport et des Communications a pu dépêcher des gens sur place à travers le pays pour pouvoir constater la fermeture effective de ce port-là. Ce sont des déclarations, ce sont des décisions à saluer par moment, ne serait-ce que sur le plan de la réglementation de choses, pour que la traçabilité peut-être des taxes qui auraient été payées à travers ces ponts, aussi sur le plan de la sécurité, s'il fallait peut-être rationaliser comment est-ce que ces ponts doivent gérer justement ces genres de choses. Mais s'il faut vraiment parler de la concurrence, moi je me dis qu'en 2025, on ne peut pas comprendre dans un pays qui a prôné la libre circulation de personnes de leurs biens, le libre marché, et tout ce que vous connaissez avec la libéralisation de beaucoup de secteurs dans notre La pays. libre concurrence aussi. Hein. Libre concurrence, notamment la libéralisation, par exemple, les domaines, les secteurs des assurances. Autrefois, c'était une seule société. Du pays, je vais citer, c'est une société de l'État, c'est pas un problème. La SONAS qui avait le monopole, par exemple, dans les domaines des assurances, aujourd'hui, on a trouvé la libéralisation. Nous avons une haute autorité des assurances, vous appelez ça comment? L'autorité de régulation du marché des assurances, voilà. ARCA. ARCA, voilà, c'est ça le terme. Et vous avez l'ARCA aujourd'hui. Dans beaucoup de secteurs comme ça, l'État a constaté qu'avec l'évolution démographique, quand on créait l'ONATRA, on créait la SNCC, et nous n'avions pas la population que nous avons aujourd'hui. Je vous rappelle que déjà, à partir de 1970, les Congo ne comptaient, d'abord les villes comme Kinshasa ne comptaient qu'à peine 1 million d'habitants. Et vous voyez que la population du Congo, c'était autour de 10 à 15 millions. Aujourd'hui, on a triplé, on est au-delà de 100 millions d'habitants. Et que dans ces secteurs-là aussi, nous devrions nous adapter et comprendre qu'il faut une concurrence loyale. José Junior, j'entends ce que vous dites, mais on parle des ports illégaux, donc justement, non homologués. C'est de ça que je parle justement. Que Oui. si il faut tenir compte de comment régulariser, en termes de la régularisation, je suis d'accord. Mais s'il faut parler en termes de la sécurité du pays, parce qu'il faut que l'État mette ce service à travers ses ports pour que la sécurité y soit garantie, là je suis d'accord. Mais là où je ne suis pas d'accord, et quand je reviens sur la loi de 1971, pour 71, pour beaucoup plus être clair, la loi de 1971 qui donnait le monopole à l'ONATRA et à la SNCC qui devait gérer jusqu'à 90% de marchandises de trafic dans ces secteurs-là. Je dis, mais la situation doit avoir évolué parce que nous sommes aujourd'hui en 2025 et que si jamais on n'accordait que à l'ONATRA et à la SNCC les monopoles de faire ce travail-là, je ne pense pas qu'ils soient en capacité de pouvoir le faire aujourd'hui, d'autant plus qu'à un certain moment, on décrit les difficultés dans lesquelles nos sociétés étatiques sont confrontées, notamment à la vétusté des équipements qu'il faut pour faire ce travail-là. Par moment, les renouvellements du personnel qui posent problème parce qu'il faut renvoyer les gens qui ont pris dans l'entretemps de l'âge et pour remplacer avec des équipes beaucoup plus nouvelles pour permettre à ce que la concurrence soit démise. Tout ça, si ces éléments se réunissent,
réunis, on va dire qu'aujourd'hui, ces pays doivent fonctionner parce que, imaginez, dans un classement publié en 2023, déjà, l'Union internationale, je veux dire, les consortiums d'armateurs qui représentent autour de 80% de la flotte commerciale mondiale, qui classe la RDC au fond du peloton. Donc nous sommes même derrière. C'est sur les 7 indicateurs que nous devions remplir. La RDC n'en remplit que 7, mais pas la moitié. Vous voyez ça, que notre situation dans ce secteur-là n'est pas aussi reluisante que ça. Donc c'est une situation sur laquelle il faut sérieusement travailler de la part des autorités pour voir comment est-ce que nous devons, même les ports, quand on appelle les ports homologués, la plupart des cas ne remplissent plus les conditions aujourd'hui parce que je vous dis déjà, il n'y a que 7% à peine, 7 conditions sur la vingtaine qu'il faut remplir pour que nos ports puissent répondre à des standards internationaux aujourd'hui internationalement admis. Donc je pense que c'est autour de ça qu'il faut travailler, au-delà du fait que la légalité, il faut travailler sur des ports illégaux, je suis d'accord, mais vous allez trouver que dans ces ports illégaux, il faut savoir que ces ports-là doivent remplir les conditions nécessaires pour remplir les conditions de fonctionnement, mais il faut reconnaître aussi qu'il y a des ports aussi qui remplissent les conditions, mais qui ne sont pas à mesure, en capacité de fonctionner en termes de standards requis. Donc il faut travailler. Donc je pense qu'au-delà de la régularisation, il faut voir aussi de la fonctionnalité de ce port-là pour permettre à ce que nous ayons, parce que vous savez aujourd'hui, dans ce pays, nous n'avons jamais passé une année ou 2 ans maximum où nous ne connaissons pas les naufrages, ceci, parce que aussi il y a beaucoup de problèmes dans ce secteur-là, des transports fluvial et lacrystres. Voilà, il y a beaucoup de problèmes. José Junior Owawa, vous évoquez la problématique de la concurrence parce que les ports qui sont légaux, comme ceux de l'ONATRA, doivent être compétitifs au-delà de tout. Mais Dieudonné Boinali, on se rappelle que du temps du Premier ministre Ilunga Kamba, il y avait déjà une procédure comme ça, mais qui avait fait long feu, comme on dit, qui avait échoué. Mais cette fois-ci, quelles sont les garanties pour qu'on arrive, quels sont les éléments qui nous garantissent qu'on arrivera au bout de la logique? Bon, le gouvernement a pris ces problèmes à bras le corps. Pourquoi? Parce qu'il occasionne beaucoup de manques à gagner pour les trésors publics. Il n'y a qu'à voir la trésorerie de l'ONATRA, de la SNCC, pour vous rendre compte de la gravité du problème. Ces entreprises sont aujourd'hui citées parmi les canards boités du portefeuille de l'État. D'ailleurs, nous avons pu assister il y a quelques mois aux États généraux du portefeuille de l'État. Les tout derniers organisés dans ces pays, il a été constaté par le ministre du portefeuille, Jean-Lucien Boussa, que presque toutes les entreprises publiques déclaraient à la fin de l'exercice, à la fin de l'année, des bilans négatifs. Ouais. La majorité ne déclare pas des bilans positifs. Toutes les entreprises, selon le ministère du portefeuille. On ne dit pas selon le ministère du portefeuille. Elles sont rares, ces entreprises-là. Quand vous arrivez à la fin de l'année, les mandataires vous disent que non, cette année, on a dégagé un excédent budgétaire, ou soit on a fait un résultat net je cite même, positif. Tout récemment, je cite même voilà. l'ancien ministre des Finances, Nicolas Kazadian, voilà. son émission polémique ici, il a dit qu'il n'y a que l'ARCA et la Caisse nationale de sécurité sociale, CNCS, qui font les bénéfices, alors que ce ne sont pas vraiment des entreprises qui produisent, parce que sont des services. L'argent des gens qui déposent de l'argent. Et puis, voilà, merci pour la précision, c'est là où je voulais ajouter. Et puis, c'est des entreprises publiques, entre guillemets, parce qu'elles ont pour mission des services publics. Elles ne produisent pas réellement, pour parler, c'est l'argent des contribuables, des assurés, ceux qui ont souscrit au régime social. C'est leur argent qui y est déposé. Mais l'argent investi par le gouvernement congolais dans plusieurs entreprises publiques, cet argent n'est pas rémunéré. Ces entreprises publiques font souvent des résultats négatifs. Pourquoi? L'État lui-même a des dettes colossales vis-à-vis de ces entreprises publiques. Je vous donne l'exemple de la SNEL, la Régie des eaux. Combien l'État doit à ces entreprises-là? L'État lui-même aussi n'aide pas ces entreprises en difficulté.
de s'en sortir face à la concurrence déloyale. Regardez par exemple dans les secteurs des transports et les sous-secteurs maritimes, lacustres et fluviales. Déjà, on vous donne la liste de plus de 240 ports fluviaux clandestins non homologués. Sur le plan sécuritaire, les embarcations qui partent de ces ports vers plusieurs destinations, quand il y a des accidents, les gens voyagent dans des conditions inhumaines. Ils ne portent même pas des gilets de sauvetage, mais quand il y a des accidents, c'est l'État, le gouvernement congolais qu'on pointe du doigt. Voilà pourquoi le ministre du secteur a décidé de mettre fin à la récréation, de mettre fin à l'illégalité de plusieurs opérateurs. Mais je partage ce qu'on a dit, que même les ports qui sont homologués, certains n'obéissent pas aux standards internationaux. Il n'y a qu'à aller voir les quais. L'outil utilisé pour le chargement et le déchargement des conteneurs. Ça pose aussi problème. Ça ralentit même les rythmes de travail. Il y a la lourdeur administrative. Maintenant, à côté maintenant de ces ports-là, homologués, il y a des ports privés qui obéissent aux standards. On ne les citera pas pour ne pas faire les publicités. Si vous allez par exemple à Matadi, vous allez trouver qu'il y a un port qui ne date pas d'il y a 10 ans ou 20 ans, qui est à côté de Matadi là. Mais regardez l'outil de production, l'outil de travail, les quais, comparé au port public, vous allez vous dire que maintenant, il faut quand même y apporter un changement. Nous sommes quand même au 21e siècle, en 2025. On ne peut pas laisser les quais, les ports publics dans cet état. Il faut changer les choses, changer les paradigmes. J'emprunte ces mots au ministre du portefeuille Jean-Lucien Boussa. Il faut changer des paradigmes, améliorer comme on l'a vu avec les nouveaux partenaires de l'ONATRA, avec Matadi Gateway. Nous avons vu, il y a même des photos qu'on commence à mettre sur des panneaux publicitaires dans plusieurs villes du pays. Matadi avant, Matadi après. Nous le voulons pour les autres ports publics sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Nous nous demandons aussi, cette décision est bonne, mais quelles sont les précautions aussi que les VPM au transport a prises pour prévenir par exemple la hausse des prix. N'oublions pas qu'il y a certains produits du terroir. Voilà. Il y a aussi les problèmes des voyageurs. Comment doit-on gérer ces voyageurs-là? Parce qu'ils n'ont que cette voie de sortie fluviale ou lacustre pour voyager, quitter un lieu vers un autre, une ville vers un autre, un territoire vers un autre. Maintenant, quand vous fermez ces ports-là, quels seront les moyens de transport, de substitution? Surtout que nous savons que dans certains territoires de la République démocratique du Congo, les avions n'y atterrissent pas. Il n'y a pas d'aéroport. Les routes sont dans un piteux état. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer? Quelle est la solution palliative? Voilà des questions auxquelles le VPM au transport, Jean-Pierre Bemba, va répondre, nous l'espérons, devant la presse, lors du fameux, non pas fameux, lors du traditionnel briefing. Voilà, il n'a jamais participé à un briefing, hein, Jean-Pierre Bemba. Nous l'espérons, ça sera une première pour lui. On espère, en attendant peut-être de poser la question au VPM des transports, la même question, presque la même. En tout cas, je vais la poser à José Junior Owawa. Le VPM dit que l'existence de ces ports constitue un obstacle pour le contrôle des embarcations qui partent d'un lieu à un autre. Et la décision avait été prise au lendemain du naufrage d'un grand bateau, en tout cas bateau aux standards internationaux, du côté de Kivu, où il y avait eu une centaine de morts. Pas plus tard qu'il y a 2 jours, il y a eu une autre embarcation qui a chaviré. Il ne suffit pas d'interdire, mais quels sont les moyens de substitution qui soient aux standards internationaux sécurisés pour commencer à transporter les gens d'un lieu à un autre? Non, mais parce que dans ce pays, ici, nous sommes dans un pays presque enclavé dans sa majorité. Et vous avez suivi, il y a longtemps, on disait que la RDC, sans voie maritime, sans voie lacustre, sans voie ferrée, ferroviaire, c'est très difficile de pouvoir parler des déplacements de ce pays. Imaginez que dans ce pays, nous avons 13 450 km de voies navigables,
Donc, rien que Kinshasa, Kisangani vous fait autour de 2000 km de voies navigables. Combien de villages, combien d'agglomérations se trouvent le long du fleuve Congo, non pas seulement et le long de nos lacs. On a donné beaucoup de statistiques ici. On disposerait de 40 ports fluviaux aujourd'hui et 3 ports maritimes, dont Matadi et consorts. Mais je dis, est-ce qu'avec tout ce que nous avons aujourd'hui, la faiblesse de l'État, dans certains milieux comme celui où on parle de milieux très reculés, comment est-ce que l'État sera en mesure de pouvoir contrôler? Parce que les ports, parce qu'il y a une réalité, vous avez dit, il y a deux possibilités. Soit on ferme définitivement ce port-là, et que l'État prend en charge de pouvoir adapter la situation, c'est-à-dire créer des ports, soit donner à des opérateurs économiques qui seront en capacité de pouvoir exploiter dans ces lieux qui avaient été exploités par des clandestins, soit tout simplement laisser donner un moratoire peut-être à ce port, je ne sais pas si ça avait été donné par moment, pour que les gens puissent s'y conformer. Mais la difficulté, c'est pouvoir, comment est-ce que, avec la faiblesse du pouvoir d'achat de nos populations, comment est-ce qu'on doit exiger à ces populations de pouvoir accéder à des services de qualité tant que les opérateurs économiques qui investissent dans ces secteurs-là ne soient pas des gens qui sont en capacité, parce que c'est un peu dans les domaines, par exemple celui des médias ici. On voit des gens qui ne peuvent pas investir dans le domaine de la télévision, mais qui s'hasardent quand même d'investir dans ce domaine de la télévision parce que c'est faut des millions de dollars pour pouvoir justement donner des services de qualité. C'est un peu dans ces secteurs-là. Dans ces secteurs-là, mais dans tous les secteurs en fait de ce pays, où vous trouvez des gens qui ouvrent des cabinets médicaux, qui parfois n'ont pas la capacité de pouvoir avoir les équipements nécessaires pour donner, bon, comme le pays est ce qu'il est, par moment, on se dit, bon, est-ce qu'il faut peut-être accepter parce qu'on n'a pas mieux. Il n'y a que ces gens-là qui peuvent servir ce service, qui peuvent fournir ces services-là dans le domaine de transport lacustre ou fluvial. Et les gens doivent le faire parce que dans l'entretemps, il n'y a pas d'alternative. Donc il faudrait que l'État mette en place des alternatives qui peuvent peut-être pouvoir inverser la situation, peut-être inviter les opérateurs avec beaucoup plus de capitaux importants qui peuvent investir dans ces secteurs-là pour pouvoir aller. Parce que vous avez aujourd'hui, par exemple, le domaine maritime, nous n'avons pas suffisamment de ports, on n'en a que 3, mais on n'a pas un port en eau profonde comme celui des projets de Banana qui tarde à venir. Peut-être que ça va venir, les projets vont finalement arriver à son terme. Il faudrait qu'on travaille dans ces secteurs-là pour voir comment est-ce que le pays va devoir disposer d'un port comme celui de Deep World est en train de vouloir donner au pays, qui prévoit notamment un grand port qui peut recevoir jusqu'à 450 000 conteneurs par an pour permettre à ce que nous puissions avoir un port qui nous permette justement d'être un hub parmi les hubs sur l'océan et pour permettre l'évacuation, parce qu'aujourd'hui, le Congo, souvent, on s'approvisionne à partir de Mombasa, à partir de Dar es Salaam, et ça pose beaucoup plus de problèmes, notamment avec le port de Pointe-Noire. Donc, vous voyez, ce sont des défis. Les idées sont bonnes, les idées du vice-premier ministre Bemba sont bonnes avec les orientations du gouvernement, bien sûr, parce qu'il motive sa décision, et notamment par les réunions de conseil des ministres, les 46e et 52e réunions de conseil des ministres, qui ont été tenues en 2020. Et aujourd'hui, ça veut dire que c'est une question qui est prise au niveau gouvernemental, commençant par le chef de l'État, les présidents de ces réunions de conseil des ministres. On comprend que c'est une situation, c'est un enjeu national qui doit être soutenu par le secteur privé en collaboration avec l'État central pour voir comment est-ce que les choses doivent évoluer. Merci bien, cher Junior Owawa. On va rappeler que l'émission est interactive. Vous avez été victime d'un chavirement ou vous avez perdu un être cher. On va demander aussi à la régie de nous envoyer les illustrations des ports illégaux, des petits ports de village en village, les petits ports. Il y a une liste, on ne les a pas cités. On ne les a pas forcément cités, mais Dieudonné Boinali, on sait que des acteurs politiques sont derrière, c'est la dernière question, sont derrière l'organisation, on va dire la tenue, ou bien l'existence de ces ports. Est-ce qu'on n'imagine pas une petite vague entre hommes politiques qui freinerait ça? Oui, oui. Vous avez raison de poser cette question. Selon la liste parvenue à Géopolis Télévision, par exemple, pour la ville-province de Kinshasa, le ministère national des Transports a recensé 9 ports illégaux. Ces ports portent les noms des grandes familles connues sur la place publique ici à Kinshasa
et d'autres portent le nom des sociétés, des grandes sociétés. Vous avez, je vais te citer à titre exemplatif, nous avons à Kinshasa les ports Lomata. Je m'arrête là. Vous avez les ports Barnett. Quand c'est déjà Barnett, vous savez que ça renvoie à quel député, sénateur ou à quelle personnalité de la Grande Orientale. Il y a les ports Moleka 1 et Moleka 2. Pour les noms des familles, je m'arrête là. Pour les noms des entreprises, il y a les ports Gécotra, qui a été cité par le gouvernement congolais comme 5e port illégal à Kinshasa. Et puis, dans le Congo central, vous avez les ports Miok de la société Perenco, qui est considéré par le gouvernement congolais comme un port illégal. Dans la province du Maïndombe, vous avez le 3e port qui a été cité comme illégal, le port PLC. Ouais. Je quitte Maïndombe pour le Kasaï central. Tous les ports situés dans les territoires de Demba, malheureusement, sont considérés par le gouvernement congolais comme des ports illégaux. Il en est de même des ports situés dans les territoires de Kazumba, de Luiza et de Dibaya. Voilà, ce sont des acteurs politiques illégaux. Et cette liste n'est pas exhaustive. Nous trouvons aussi des ports illégaux dans les Grands Katanga, dans la province du Tanganyika, Lualaba, si toute l'étendue du territoire, même en Ituri, il y a des ports illégaux, selon l'annexe à la lettre du VPM Bemba. Très bien. José Junior, en 10 secondes, si vous pouvez nous faire cette faveur-là, est-ce que ça peut déclencher une petite vague entre hommes politiques qui freinerait justement les mesures ou bien la croisade du VPM Jean-Pierre Bemba? Bon, ça c'est peut-être, on risque d'être pris comme des prophètes malheurs, mais je dis que ce sont de guerres politiques inévitables, de guerres politiques inévitables entre les acteurs, parce que vous savez que les ports, c'est un investissement colossal. Le port, c'est une unité de production, c'est une entreprise en soi, et quand on dit que le port est fermé, et finalement, qu'est-ce que ça va arriver? On penserait tout juste à un règlement des comptes entre les acteurs politiques, que ce soit de l'opposition ou de la majorité, parce que sur la liste là, j'ai vu il y a la majorité et de l'opposition. Et on pourra peut-être dire de règlement des comptes, et peut-être on pourra dire que ce sont des règlements politiques, mais tout ça, ce sont des bonnes guerres en politique, mais tout simplement, il faut que la loi soit respectée et que l'État soit en capacité aussi de pouvoir faire suivre ces lois et puis écouter aussi la situation du secteur privé, et parce que l'État, le secteur privé, c'est le partenaire de l'État, et qu'il faut qu'il y ait attente pour que les gens puissent comprendre qu'il y a nécessité de pouvoir être en régularité, et puis aussi comprendre qu'il faut, l'État aussi doit réglementer le secteur, et finalement pour éviter tout ce que nous avons comme le problème d'embarcation, de chavirement, tout ce qu'il y a comme de naufrage qu'on décrit un peu partout à travers le pays. Voilà, tout le monde doit être soumis à l'autorité de la loi. Je vous remercie, chers confrères, chers collègues, José Junior Oawa et Dieudonné Wanali. À la une, c'est la fin de parcours pour cette semaine. On va se retrouver lundi et on espère que ce sera toujours avec le même plaisir. À lundi.